Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce mardi, la vice-présidente Eliane Tebahitoua est démise de ses fonctions. L'information révélée par Tahiti Info n'a pas été confirmée par le président Broderson qui attend le 3 juin pour une annonce officielle. L'avion de l'armée qui a rapatrié 80 Polynésiens est reparti ce matin avec 40 Calédoniens à bord. Sur le Caillou, les élections européennes prévues le 9 juin pourraient être annulées. À Tahiti, les candidats battent campagne avant les élections prévues ici le 8 juin. Éric Minardi court pour le RN, Moirani Frebo est sur la liste macroniste. Une Polynésienne figure aussi sur la liste socialiste. Quant à la France insoumise, le député européen réunionnais Younous Omarjee compte représenter tous les ultramarins au Parlement européen. Le numéro 2 de la liste, l'Union populaire, est notre invité ce soir. Après les îles sous le vent et Moorea, les 300 touristes du Star Breeze ont parcouru et découvert Vairao à vélo, un concept qui plaît. Reportage à la fin de ce journal. L'information a été révélée par Tahiti Info ce matin. Eliane Tebahitoua ne sera plus vice-présidente. Elle perd aussi ses portefeuilles comme celui de la culture et de l'environnement. Le président Moetai Broderson l'a reçu hier pour lui annoncer sa décision. Mais l'annonce sera officielle seulement lundi 3 juin. Cette première étape du remaniement fait déjà réagir les politiques. Reportage Mélodie Ouhilamoa Fassionné et Jérôme J. Ce sera finalement son dernier conseil des ministres. La nouvelle est tombée comme un coup près ce lundi. Eliane Tebahitoua ne sera plus vice-présidente du gouvernement. Éviction ou démission, pour l'heure, aucune déclaration officielle de la principale intéressée ni du président Broderson. Du côté du Tavini Huiratira, aucun commentaire sur cette décision. Oscar Temaru salue le travail d'une femme engagée pour son pays. Le président a décidé de la remercier, c'est tout. Et je n'ai pas commenté cette décision. Je l'ai appris ce matin, un de ses conseillers. Voilà ce que j'avais à vous dire. Eliane, merci pour le service rendu à notre pays. Du côté de l'opposition, c'est la stupéfaction. Tous attendaient le 3 juin prochain pour connaître les changements ministériels annoncés par Moetai Broderson. C'est vrai qu'on entendait parler d'un remaniement ministériel depuis un certain temps. Le président Moetai Broderson l'avait annoncé lui-même. Mais très honnêtement, je ne pensais pas que ça allait commencer par Mme Eliane Tebahitoua. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a d'autres ministres qu'il fallait changer avant elle. En tout cas, j'en suis bien désolée. Parce que même si c'est une femme de caractère, avec qui on a pu avoir certaines joutes verbales, c'est une dame quand même que je respecte beaucoup pour sa capacité de travail et sa droiture. Nous, on le voit ici, on sait que sur certains thèmes, ils ne sont pas d'accord. Là, à la dernière séance, il y a eu le thème de la santé aussi, où tout le monde s'est exprimé, mais on sait aussi qu'il y a le problème de thème 1. Cette semaine, le président Broderson a annoncé qu'il rencontrait chaque ministre pour faire une évaluation. Alors, va-t-il le faire tous les jours? Va-t-il nous faire une annonce? On se demande aussi. Il y a 1 an exactement, Eliane Tebahitoua devenait vice-présidente du pays, ministre de la Culture, de l'Enseignement supérieur, de l'Environnement, du Foncier, de l'Artisanat et des Relations avec les institutions. Pour l'heure, on ne sait pas encore si elle gardera tous ses portefeuilles ou même si elle restera au gouvernement. Réponse le 3 juin prochain. La lutte contre le trafic de stupéfiants s'intensifie 2 mois avant les Jeux Olympiques. Plusieurs fourgons et une vingtaine de policiers sont intervenus à la gare routière de Vaitavatava à Papeete en début d'après-midi. Ce lieu est connu pour être un important point de deal. La brigade cynophile a été mobilisée, mais seulement un dealer présumé a été interpellé. Les policiers ont précisé qu'ils mèneront régulièrement ce type d'opération sur les différents lieux de la capitale pour endiguer le fléau du trafic de drogue. 40 Calédoniens ont quitté Tahiti pour Nouméa ce matin, mais il reste encore 240 Polynésiens dans l'impossibilité de rejoindre le Caillou. Parmi eux, un couple bloqué depuis 15 jours, parti en vacances avec des amis. Ils sont contraints de changer de logement pour la 6e fois. Ils n'ont qu'une hâte, rentrer et retrouver leurs enfants. Nicolas Suir, Mirko Vanfo. Ils quittent leur logement Airbnb pour un autre. Sébastien et Adriane doivent laisser la place à d'autres réservations. Arrivé le 13 mai, après 15 jours de logement, les dépenses commencent à être importantes. Financièrement, oui, là, c'est hors budget, on va dire, parce que c'est assez cher quand même de se loger ici.
Airbnb, ça reste moins cher que les hôtels, mais ça reste quand même cher. Ce qui les préoccupe surtout, ce sont leurs enfants laissés auprès de leurs grands-parents le temps des vacances prévues au départ pour une semaine. J'ai 2 enfants à Nouméa, donc mon fils de 7 ans, ma fille de 4 ans. Donc c'est très compliqué de vivre tout ça à distance, de ne pas être avec eux, de ne pas pouvoir rentrer, parce que voilà, ils sont petits et c'est une situation qui est très compliquée à vivre. La voiture de location doit être rendue pour limiter les frais. Entre repas, logement, déplacement et sortie, il faut serrer la ceinture. Ça devient compliqué, donc on essaye de s'occuper sans dépenser. Donc heureusement ici, il y a la mer, on peut faire plein de choses gratuitement, mais c'est vrai que là, au niveau des achats, tout c'est vraiment le strict minimum pour manger, pour boire et avoir un toit sur notre tête. Dans leur nouveau logement, ils essaient de garder le moral. Mais pour faire descendre le stress, une seule chose serait efficace. On espère bien que ce soit le dernier, et puis qu'on rentre le plus tôt chez nous, pour essayer de payer moins, parce que là, on a réservé cet appartement jusqu'à vendredi. Et voilà, on espère avoir un appel au commissaire dans la semaine. À l'instar des 240 Calédoniens bloqués en Polynésie, Sébastien et sa femme aimeraient faire partie du prochain vol. La crise calédonienne a des conséquences sur l'organisation des élections européennes. Le scrutin prévu le 9 juin pourrait ne pas se tenir. Le ministère de l'Intérieur se veut rassurant, mais d'après les juristes qui se sont penchés sur la question, un report, voire une annulation du vote est possible. Les explications de Laïd Beritane et Nordine Bensmail de la rédaction d'Outre-mer, la première. La question trotte dans l'esprit des formations politiques. Les élections européennes pourront-elles se tenir en Nouvelle-Calédonie le 9 juin prochain ? Pour Benjamin Morel, professeur de droit public, les précédents sont très rares. Il peut y avoir des précédents, en effet. On a connu notamment, dans certains territoires qui pouvaient être sujets à des circonstances exceptionnelles, des reports d'élections. On a notamment en 1973 des inondations à La Réunion, et là on a un conseil constitutionnel qui accepte le report. Le cas le plus récent, évidemment, c'est le deuxième tour des municipales, où là, pour des circonstances exceptionnelles, de façon nationale, il a quand même fallu voter une loi organique, eh bien on peut reporter le scrutin. C'est quand même relativement rare, et on ne l'a jamais fait dans une circonscription unique au niveau national, donc ça pose des questions juridiquement. Si au ministère de l'Intérieur, on se veut rassurant, rien ne permet d'établir que le scrutin pourra bien se tenir à cette date précise. Les locaux traditionnellement utilisés pour stocker le matériel électoral sont réquisitionnés par les forces de l'ordre. Les imprimeries en Nouvelle-Calédonie ne fonctionnent plus. Un report du scrutin est possible, mais les conséquences juridiques restent encore incertaines. On peut sinon, en effet, décider de le reporter de quelques semaines, idéalement avant le 16 juillet, qui est la date de la session inaugurale, de l'ouverture de la session du Parlement européen et donc de la prise des fonctions des nouveaux députés. Et si il n'est pas possible de l'organiser avant le 16 juillet, là c'est à nouveau un gros point d'interrogation. Est-ce qu'on les organise plusieurs mois après avec une réformation des résultats, mais qui va bouleverser et qui risque de bouleverser un petit peu précisément la répartition des sièges, ou est-ce que purement et simplement on décide de les annuler? Et donc ce sera une question d'appréciation par les autorités administratives et politiques d'abord et par le juge ensuite. Avec 209 000 électeurs inscrits en Nouvelle-Calédonie, le dernier scrutin européen de 2019 avait été boudé par les citoyens, 80%, un record d'abstention. Les candidats de la liste L'Union populaire en visite à la présidence, de passage 4 jours en Polynésie française. Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, et Younous Omarji, député européen, ont déjà rencontré hier le président de l'Assemblée. Au cœur des discussions, la place de notre collectivité au sein de l'Europe. Les financements sont-ils conséquents? On en parle tout de suite avec vous, Younous Omarji. Bonsoir, et bienvenue. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Tahiti pour mener campagne. Vous briguez un 3e mandat au sein du Parlement européen. Un mot tout d'abord sur la Nouvelle-Calédonie. Le report, voire l'annulation possible du scrutin, là-bas, c'est une première. Oui, ce serait une première. D'autant plus que les élections ont lieu le même jour dans 27 pays de l'Union européenne. Cela risque d'être un casse-tête juridique, mais j'en profite pour dire que la situation en Nouvelle-Calédonie est tout de même le résultat des politiques inconséquentes du président de la République. Celui-ci a rompu, je l'ai déjà dit, l'esprit de l'accord de Nouméa, et il faut vite retrouver à la fois le respect du peuple kanak
et l'acceptation que le chemin qui a été ouvert il y a 40 ans est un chemin qui vise la décolonisation. Et cet objectif doit être tenu. Vous avez rencontré Anthony Géros hier, comme beaucoup de politiques ici dans les différents camps. Du fait de notre statut de PTOM, nous aurions beaucoup moins d'aide. Est-ce que nous pourrions évoluer en région ultra-périphérique? La question doit être posée aux autorités polynésiennes d'abord. Mais disons-le, l'Europe est un partenaire pour la Polynésie. Elle ne peut pas être le partenaire exclusif. Nous sommes ici dans le Pacifique et je crois que la Polynésie a intérêt à multiplier ses partenariats, mais le partenariat avec l'Europe est un partenariat important et le rôle d'un député européen est précisément d'agir pour que ce partenariat soit le plus bénéfique et le plus porteur pour les financements des investissements publics en particulier. Alors justement, 720 eurodéputés de 27 pays vont siéger au Parlement, vous l'avez dit. Comment faites-vous pour faire entendre votre voix? Est-ce qu'il faut faire du lobbying? Ma voix est entendue. Je suis le premier ultramarin de l'histoire à présider une commission parlementaire, et non des moindres, la commission du développement régional. C'est un budget de 390 milliards d'euros. Et à la tête de cette commission, pendant 5 ans, j'ai mis mon autorité au service des Outre-mer. Et je veux dire que dans le futur Parlement européen, il y aura des questions très importantes pour la Polynésie, en particulier les choix qui sont faits par l'Union européenne, toujours un peu plus atlantiste, et qui s'oriente vers une confrontation dans cette Indo-Pacifique, cette Asie-Pacifique, vers la Chine. Et la Polynésie n'a aucun intérêt à cela. Et c'est pourquoi notre liste, portée par Manu Aubry, sur laquelle je suis en 2e position, a fait de la question de la paix la question fondamentale demain. Nous ne sommes ni en guerre contre la Russie, ni en guerre contre la Chine. Et cette instrumentalisation de la Polynésie pour des visées des grandes puissances et pour nous autres, peuples des Outre-mer, insupportable. Oui, le député LFI, Sébastien Delogu, qui brandit un drapeau palestinien, c'était il y a quelques heures à l'Assemblée nationale. Vous avez des positions très tranchées concernant la géopolitique et donc dans le Pacifique aussi. On vient de l'entendre. Oui, comment ne pas avoir des positions tranchées devant un génocide? Le même jour, aujourd'hui, devant le Parlement italien, un drapeau palestinien a également été brandi. La situation en Palestine est une situation de colonisation qui est toujours de plus en plus avancée et maintenant d'un crime contre l'humanité à Gaza, et contre cela, toutes les personnes doivent évidemment se mobiliser si elles ne veulent pas voir leur propre humanité sombrer. Le Rassemblement national est en tête des sondages en France pour ces européennes. Ici, Éric Minardi était d'ailleurs eurodéputé jusqu'à présent. Que dites-vous aux indécis tentés par le RN et Jordan Bardella? Il a été d'aucuns des combats pour les Outre-mer, et pour cause, puisque le Rassemblement national n'a aucune influence dans le Parlement européen. Personne ne veut travailler avec le groupe dans lequel siègent les députés du Rassemblement national. Et la liste que nous portons, celle de la France insoumise, est celle qui va faire rempart. Un projet concret pour terminer? Un projet concret, la question de l'emploi des jeunes est extrêmement importante. Nous avons aussi bien ici en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie que dans l'ensemble des régions d'outre-mer les taux de chômage des jeunes records de toute l'Union européenne. Nous ne pouvons pas rester l'arme au pied et c'est pourquoi je propose que dans les régions ultra-périphériques, Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion, mais aussi Nouvelle-Calédonie et Polynésie, l'Europe finance des emplois jeunes directement dans les territoires pour restaurer un avenir. Pour la jeunesse, regardez la situation de la jeunesse kanak. Plus d'espoir, plus d'avenir, tout s'est assombri. Il en va de même à l'île de la Réunion ou en Guyane, et c'est une situation qui risque d'être explosive et il faut apporter des réponses. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon retour. Merci.
Direction Ho au Tuamotu où s'est tenu un exercice incendie grandeur nature la semaine dernière. Il faut dire que l'atoll abrite une centrale électrique et un dépôt de carburant, soit environ 100 000 litres de gasoil et de nombreux matériaux sensibles et inflammables. Une vraie poudrière. Le personnel doit parer à toute éventualité tous les trimestres. Des exercices de ce type sont organisés avec plusieurs scénarios possibles. Les enjeux sont réels, comme l'explique Gérard Ferry, le chef d'exploitation de la centrale électrique au micro de Mathieu Allot. On a joué 2 scénarios. Les 2 scénarios les plus probables et ceux qui demandent le plus d'intervention des forces pompiers de l'extérieur. À savoir un départ de feu sur le stockage d'hydrocarbures lors du dépotage. Et ça, c'était le premier scénario pendant les heures ouvrables. Et le second scénario, une intoxication aux fumées de mon agent lors de la ronde du soir vers 18h, 18h30. Retour à Tahiti, à l'école maternelle Mat'eiri à Papeari. L'établissement est sur le point d'obtenir son label École en santé. Pour obtenir ce label, l'école a mis en place 10 projets, du tri des déchets au potager collaboratif bio, en passant par les goûters partagés à base de fruits locaux et les repas équilibrés avec des produits du terroir polynésien. Les membres du jury ont été agréablement surpris par les actions de l'équipe pédagogique et vont décerner officiellement le label à cette école. Écoutez Gisèle Tariha, professeure des écoles en grande section au micro de Maruki Duri. Ça peut passer de la santé, comment prendre en charge un enfant qui se blesse à l'école par exemple. Ça peut passer sur le travail autour des moustiques, parce qu'on n'est pas sans savoir que les moustiques, ça pique et puis ça crée des maladies également. Après, ça peut passer aussi par l'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire et, bien sûr, par l'hygiène alimentaire. Et toutes ces actions-là, en fait, pour bien les mener, il y a toutes les activités sportives, il y a également la santé par rapport au rythme de l'enfant. Après Papeari, direction la Presqu'île, découvrir la Polynésie à vélo, c'est le choix qu'ont fait plus de 300 touristes. Arrivés à bord du Star Breeze, ils ont visité les Raromatei et Moorea. Et pour leur escale à Tahiti, la commune de Vairao, en partenariat avec Tahiti Tourisme et le Vélo Club de Tahiti, leur ont organisé une journée inoubliable. Heyar Itahiata et Sandroli. Ils viennent pour la plupart des États-Unis et ils voyagent tous avec leur vélo. Débarqués depuis leur paquebot au quai de Vairao, ils ont quartier libre pour la journée. À leur rythme, ils rejoindront la commune de Papeete en s'arrêtant où ils veulent et quand ils veulent. Pour Martin et Jocelyne, c'est une grande première. Comment vous avez connu ce concept? C'est avec des amis au Canada? Vous avez découvert ça comment? Non, c'est Martin. Et toi, en fait, je me souviens pas comment. J'ai trouvé ça sur Internet, puis on était curieux. Puis en fait, on a toujours voulu visiter la Polynésie française, puis donc on trouvait que c'était un bon moyen de le faire, combiner notre passion du vélo, puis visiter ce beau pays-là. On visite les îles lentement, en vélo plus lentement qu'en auto, puis on fait les arrêts qu'on veut. On peut se baigner et c'est fantastique. On adore. Le tourisme sportif, un concept qui séduit de plus en plus et qui commence à faire son chemin en Polynésie française. L'intérêt est immense. On l'a initié avec la ronde tahitienne il y a quelques années et c'est la 6e croisière qu'on fait avec un tour sur toutes les îles sous le vent. On a pu constater sur chaque étape un gros enjeu économique parce qu'on a quand même 300 participants avec un pouvoir d'achat assez important et je sais qu'ils achètent beaucoup, ils participent à énormément d'excursions également, ils s'arrêtent puisque c'est une balade cycliste, il n'y a aucun objet de compétition. Cette année, le choix du lieu de débarquement a été fait en prévision des Jeux Olympiques, une préparation pour la commune de Vairao. On a le privilège d'accueillir les croisiéristes du paquebot Star Breeze. C'est également aussi un test pour la commune de Vairao sur le site que nous avons aujourd'hui mis en place pour l'occasion. Je ne pense pas que la Pointe Riri sera prête pour les Jeux Olympiques. Donc le plan B est venu ici sur le quai de Vairao. En attendant, nos touristes sportifs ont pu profiter du beau temps exceptionnel pour se dégourdir les jambes et visiter les sites incontournables de Tahiti. On termine par l'avenir du surf à Papara. La sélection des candidats à la section d'excellence sportive du lycée Tuianu Legaïque de Papara s'est achevée aujourd'hui. Elle a vu passer plusieurs champions comme Vahine Fierro,
Pour la prochaine rentrée en seconde, 7 candidats et candidates souhaitent intégrer le cursus. Après un test écrit il y a une dizaine de jours, ce matin sur le spot de Tahajou, c'était le test de surf dans des vagues plutôt belles, petites mais régulières. Les résultats tomberont vendredi et Kayla, 14 ans, espère bien faire partie de la liste. On écoute cette jeune surfeuse ainsi que Nicolas Berthet, professeur d'EPS et entraîneur de la section surf. Ils sont au micro de Majoki Duri. Je suis inspirée de beaucoup de filles en surf et ça me motive quand je vois ces filles surfer. J'ai envie de surfer, et de regarder leurs vidéos et de pouvoir m'améliorer en me corrigeant. Il y a un projet sportif et aussi un projet scolaire. Et du coup, ils ont 7h30 de section par semaine, plus les 3 heures du SSP. Donc il y a un gros volume horaire dans cette section du lycée. Et du coup, ils vont rater des cours au lycée pour les rattraper ensuite. Donc c'est quand même un gros engagement au niveau scolaire de rentrer dans cette section. L'information principale de cette édition, Eliane Tevahitua ne sera plus vice-présidente. Elle perd aussi ses différents portefeuilles comme ceux de la culture et de l'environnement. Le président Moetai Broderson l'a reçu hier pour lui annoncer sa décision, mais l'annonce sera officielle seulement lundi 3 juin. Et c'est Tahiti Info qui avait annoncé la nouvelle. À la une du journal demain, justement, Eliane Tevahitua sortie du gouvernement. Au programme ce soir sur la première, la campagne pour les européennes sera suivie de 2 séries. Voilà pour l'actualité de ce mardi. Passez une excellente soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.